pour votre organisation, votre invitation, et puis merci à la Maison Saint-Yves de nous accueillir ce soir pour cette conférence. Alors je vais prolonger un tout petit peu en introduction ce qui vient d'être dit sur les lieux et puis sur les travaux qui ont été faits, pour que vous compreniez un petit peu comment nous en sommes arrivés à travailler donc l'histoire de ce site. Donc il y a eu un grand projet de rénovation qui a été fait entre 2013 et 2017 qui a abouti donc à la remise en valeur donc de ce site, et lors donc de la remise en valeur et en état donc de ce site, il y a eu tout un travail qui a été fait, qui a débouché sur un partenariat avec l'université Rennes 2 et plus particulièrement le campus Mazières. Nous avons plusieurs étudiants de la licence professionnelle que nous accueillons donc sur le campus Mazières, qui est une licence tourisme, marketing territorial et patrimoine, qui ont travaillé à la mise en valeur de ce site, et c'est ainsi qu'en tant qu'enseignant, j'ai été amené aussi à me pencher un petit peu sur ce site, et donc à collaborer au travail de mise en valeur de l'histoire du site, qui a débouché sur la petite brochure que Monseigneur Moutel vient de vous présenter, qui est une brochure collaborative faite avec des gens de profils très différents, des étudiants, des gens qui travaillent et qui vivent dans ce site, des anciens prêtres, etc. Donc c'était vraiment le fruit d'un regard pluriel, et c'est le fruit de ce regard pluriel que je voudrais vous présenter ce soir, en reprenant donc un certain nombre de choses que nous avons mis en valeur à travers donc la recherche que nous avons accomplie ces derniers mois. Et donc c'est ce regard nouveau, ce regard qui contribue à souligner la valeur exceptionnelle donc de l'édifice dans lequel nous sommes ce soir, sur lequel je voudrais revenir à présent. Alors nous allons organiser notre soirée en deux temps. Tout d'abord, donc il va y avoir la conférence annoncée, qui va durer à peu près donc 1 heure, au cours de laquelle je vais revenir donc sur l'histoire du grand séminaire de Saint-Brieuc et vous expliquer comment nous en sommes arrivés au passage vers la Maison Saint-Yves. Nous prendrons un petit temps pour quelques questions si vous en avez, et puis je ne doute pas que les personnes qui ont vécu de l'intérieur l'histoire de ce site auront des choses à dire, peut-être pour rectifier ce que je raconte, ou tout du moins le compléter. Enfin, ce serait intéressant d'avoir leur vécu un petit peu pour mettre un peu de chair au discours historique que je vais tenir. Et puis, donc, au bout de cette présentation, nous ferons une visite de l'édifice, et plus particulièrement donc, de la chapelle, avec Madame Cherdot. Alors, en ce qui concerne ma présentation, je vous propose de la diviser en 3 temps. On va tout d'abord revenir sur les origines de l'édifice, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi le diocèse en est arrivé à édifier un séminaire dans le quartier de Ginglin-Cesson dans lequel nous sommes. Nous allons ensuite revenir sur le projet architectural qui a été choisi donc, à ce moment-là, dans les années 20. Et puis nous terminerons par une partie un petit peu plus concrète, un petit peu plus vivante, sur la vie au grand séminaire. Qu'est-ce que ça signifiait que faire ses études au grand séminaire entre les années 20 et la fin des années 60, au moment donc, où la formation a été arrêtée ici à Saint-Brieuc. Donc, premier temps, nous allons revenir sur les raisons qui ont conduit le diocèse à édifier un séminaire dans le quartier de Ginglin-Cesson. Alors, je vais commencer par une sous-partie très générale qui expose les raisons qui ont conduit à édifier des séminaires, tout simplement, pour qu'on comprenne quelle est l'origine de cette maison. L'origine des grands séminaires se situe donc au XVIe siècle. Au XVIe siècle, c'est le temps des réformes protestantes dans un premier temps, réformes catholiques, et dans le souci donc de réaffirmer la prééminence du catholicisme vis-à-vis du protestantisme, les catholiques vont réunir le Concile de Trente, qui va déboucher sur une volonté de revaloriser le sacerdoce, et parmi les moyens de revaloriser le sacerdoce, on fait le choix de donner davantage d'importance à la formation des futurs prêtres, et pour cela donc d'avoir des véritables maisons de formation où on puisse donc transmettre un véritable savoir qui va ensuite être répercuté donc à l'intérieur des paroisses et puis dans le cadre donc du ministère de ces prêtres. Alors, le Concile de Trente, c'est le milieu du XVIe siècle, pour qu'on ait le cadre général à l'échelle de l'histoire, à l'échelle de l'Église, pardon. Mais il va falloir attendre un petit peu pour voir la concrétisation de ces intentions. Ça, c'est l'impulsion à la tête de l'Église, mais à l'échelle des diocèses, il faut attendre un petit peu. C'est surtout au cours du XVIIe siècle et du milieu du XVIIe siècle qu'on va voir véritablement cette volonté se répercuter à l'intérieur des diocèses. On va voir en particulier donc, des innovations à Paris dans ce domaine-là,
la houlette de gens comme Pierre Bérulle, par exemple. Et dans un second temps, ensuite, c'est en province qu'on va chercher donc à calquer le modèle parisien et à son tour, donc en province, à avoir donc des séminaires qui rénovent la formation donc de ces futurs prêtres. Alors prenons le cas de Saint-Brieuc, par exemple, le premier séminaire briochin, eh bien, il va être lancé donc en 1664, il est institué en 1664 à l'initiative de l'évêque que vous voyez ici donc en photo, Monseigneur donc, Denis de la Barbe. Donc nous sommes sous le règne de Louis XIV à ce moment-là, et c'est un début assez précoce pour un séminaire provincial, donc il s'inspire de ce qu'il fait à Paris et va fonder donc un premier séminaire à Saint-Brieuc. Il est confié aux Lazaristes à ce moment-là, donc c'est pas encore un séminaire diocésain, et quelques mois après cette décision, il va donc louer 2 maisons dans la ville de Saint-Brieuc, 2 maisons qui sont situées près de son palais épiscopal, au cœur de la ville, à l'intérieur de laquelle donc, on va proposer une formation aux futurs prêtres. Donc voilà l'origine du séminaire à Saint-Brieuc en tant que tel, c'est 1664, donc le règne de Louis XIV. Alors avançons un petit peu dans le temps, et on va voir dans une deuxième sous-partie que l'histoire des séminaires briochins est particulièrement mouvementée, et nous avons plusieurs étapes entre cette fondation du XVIIe siècle et la maison donc, dans laquelle nous sommes. Premier temps, en 1669, donc quelques mois après avoir décidé donc, de fonder ce séminaire, l'évêque de Saint-Brieuc va décider de déplacer ce séminaire parce qu'il est installé, comme je vous l'ai dit à l'instant, dans des maisons qui ne sont pas très confortables. Et il va faire donc un échange patrimonial. Il va échanger les 2 maisons de départ contre une autre maison qui se situe Venelle de la Grenouillère. Et du fait de cette localisation dans la Venelle de Grenouillère, on va prendre l'habitude de nommer ce séminaire le séminaire de la Grenouillère. Alors pour le localiser, c'est le point 1 sur ma carte. Alors c'est peut-être pas très très visible, d'autant plus que s'il n'y a pas de curseur, c'est pas facile. Je vais prendre, voilà. Hop, voilà, c'est ce point 1 qui est ici. Pour ceux qui connaissent bien la ville de Saint-Brieuc, c'est la place de la Poste, en plein centre, c'est à cet endroit-là que ça se situe, un petit peu derrière juste la Poste actuelle. Alors, ce séminaire va accueillir la formation des séminaristes tout au long donc, de l'Ancien Régime, au cours du XVIIIe siècle, c'est là que la formation se passe, et le clergé va en être expulsé à la Révolution, donc c'est une évolution d'un bien de ce type tout à fait classique, la Révolution récupère ses biens. Alors le clergé briochin va racheter ce bâtiment au moment de la mise en place du Concordat au début du XIXe siècle, quand vous avez la réorganisation donc, du fonctionnement de l'Église catholique au début du XIXe, on a donc un rachat, et on va donc vouloir refonctionner selon un modèle proche de celui qui pouvait exister sous l'Ancien Régime. Alors le problème qui se pose, c'est que quand on arrive au début du XIXe siècle, le bâtiment est en mauvais état, il est particulièrement délabré. Les supérieurs du séminaire se plaignent que l'état de santé des séminaristes leur cause bien des tracas, parce que c'est humide, c'est impossible à chauffer. En plus, les locaux sont inadaptés pour une formation intéressante et adaptée aux exigences de l'époque. Bref, compte tenu du caractère vétuste et du bâtiment qui n'est pas du tout pratique, compte tenu de ce que l'on veut en faire, on va décider de construire un nouveau séminaire. Cette décision, elle va être prise par un évêque qui est un enfant du pays, qui s'appelle Monseigneur Lemay, qui est originaire d'Iffignac. Monseigneur Lemay va devenir évêque de Saint-Brieuc donc en 1841, un destin tout à fait remarquable, ascension très rapide à l'épiscopat, c'était un proche donc, de Lamennais. Et dès qu'il arrive à la tête du diocèse, il a des idées bien arrêtées sur la formation des nouveaux prêtres. Il faut dire qu'on est dans une période, 1830-1840, où il y a beaucoup de vocations dans le diocèse de Saint-Brieuc. On a des cohortes de jeunes prêtres, 30-40 nouveaux ordinants qui entrent au séminaire donc, chaque année. Et donc Monseigneur Lemay va décider de déplacer ce séminaire. Alors, pour que vous voyez concrètement
ce que ça signifie du point de vue de l'architecture et aussi de l'emprise que ça peut avoir de la ville. J'ai ici sélectionné donc quelques plans et quelques images. Alors on n'a pas de représentation du séminaire de la Grande Grenouillère, on n'a plus qu'une photo d'une ruine, d'un reste là qui se situe donc à la place de la Poste actuelle. On a un petit dessin de ce séminaire de la Grenouillère ici, sur ce plan qui date de 1856. Bon, là aussi c'est le reste de cette maison, mais en tout état de cause, ça nous montre que le séminaire est d'une ambition relativement modeste par rapport à ce qui va suivre. Le séminaire massif tel qu'on se le représente habituellement, il intervient donc en 1841, et c'est cet édifice donc, qui va être construit à partir de 1842 sous la direction donc, de Monseigneur Lemay, et alors qu'il se situe à l'angle de la rue de la Gare et du boulevard Charner, là où est aujourd'hui la caserne de gendarmerie, donc dans Saint-Brieuc. Donc ça c'est une photographie du début du XXe siècle. Voilà le bâtiment tel qu'il existait donc à cette période-là. Alors, ce nouveau bâtiment donne toutes les garanties à l'évêque pour avoir une formation digne de ce nom à l'époque. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui permet d'accueillir tous les séminaristes en pension complète, et c'est particulièrement important dès lors que l'on réfléchit en termes d'inculcation de l'état clérical, que l'on réfléchit en termes d'encadrement aussi, c'est quelque chose qui est fondamental donc, au XIXe siècle. Et donc ce bâtiment va accueillir tous les séminaristes des années 1840 jusqu'à la séparation de 1905. Les séminaristes vont être expulsés en 1906, là aussi selon un schéma tout à fait classique que l'on rencontre donc dans tous les diocèses, et à partir de ce moment-là, eh bien, on va avoir des années un peu difficiles pour les séminaristes du diocèse de Saint-Brieuc, puisqu'ils n'ont plus de lieu de formation. Ils vont se réunir un temps au couvent donc, du Carmel à Saint-Brieuc. Ils sont errants comme cela pendant quelques années. Le diocèse va ensuite essayer de racheter ce grand séminaire. Là aussi, ce sont des procédures que l'on observe dans tous les diocèses. Parfois, c'est couronné de succès. Parfois, ça ne marche pas. Dans le diocèse de Saint-Brieuc, ça n'a pas marché, tout simplement parce que la ville de Saint-Brieuc avait vendu cet ancien grand séminaire à l'administration de la guerre. Le grand séminaire avait été transformé par la suite en caserne, donc le grand séminaire avait une utilité et le ministère n'était pas disposé donc à s'en séparer. Et c'est en suivant donc ce changement de propriété que l'ancien grand séminaire va devenir la caserne Guébriand, que certains d'entre vous ont sans doute connu, puisque la caserne Guébriand est restée debout donc jusqu'en 1976, date à laquelle donc elle a été rasée. Je vous ai mis ici donc une petite coupure de journal qui vous montre quelques photos justement de cette démolition là, en 1876, donc c'est le Télégramme qui fait un reportage photographique, et on voit donc le clocher de l'ancienne chapelle qui est ici donc démoli en 1867. Et c'est donc à ce moment-là, 1900, pardon, je suis tellement habitué à être centré sur le 19e siècle, qui est mon cœur de prédilection, que je mets des 1800 partout. Voilà, ça m'arrive régulièrement. Merci. Donc 1976, et donc c'est à ce moment-là qu'on va édifier la caserne de gendarmerie donc, actuelle. Alors, je reviens au fil conducteur du grand séminaire. Donc lorsque nous sommes au lendemain de la séparation de l'Église et de l'État, donc dans les années qui suivent 1905-1906, le diocèse de Saint-Brieuc n'a plus de séminaire spécifique. Il n'y a plus de lieu de formation sur les prêtres qui sont contraints d'aller ici et là pour suivre les cours. Alors c'est dans ce contexte qu'on va décider de construire un nouveau séminaire. La décision va être prise donc, par Monseigneur Serrand en 1923, donc on est au lendemain de la Première Guerre mondiale. On a désormais plus d'illusions sur la possibilité de récupérer l'ancien grand séminaire, et on se dit qu'il va falloir construire un nouveau bâtiment. Et c'est cette volonté et ce projet qui vont déboucher donc sur la naissance du bâtiment dans lequel nous sommes actuellement. Alors, juste avant de venir donc au bâtiment dans lequel nous sommes, je voudrais faire un petit aparté sur une question de vocabulaire qui génère parfois quelques confusions. J'imagine que certains d'entre vous connaissent ça très bien, mais c'est peut-être un petit peu nébuleux pour d'autres, sur la différence entre petit et grand séminaire. Le grand séminaire, c'est le lieu de la formation des futurs prêtres. On y entre à partir du moment où on veut devenir prêtre,
Et donc on suit une formation qui destine à la prêtrise. Quand nous sommes au 19e ou au début du 20e siècle, il y a une entrée qui est marquée de façon symbolique, qui se concrétise notamment par le port donc, de la soutane. Il y a véritablement une rupture donc, avec l'extérieur. Le petit séminaire, lui, est un établissement d'enseignement secondaire, c'est-à-dire ce qu'on dirait aujourd'hui un collège ou un lycée, pas pour le 19e siècle parce que les mots n'ont pas le même sens, mais c'est un établissement où on va suivre des cours selon les lieux et selon les époques, 8e, 7e ou 6e, ça dépend, jusqu'à la fin du cursus, philosophie ou rhétorique, c'est-à-dire terminale ou première, selon les lieux. Alors pour parler en termes de lieux dans le diocèse de Saint-Brieuc et donc dans les Côtes-d'Armor, lorsque nous nous situons au 19e siècle, il y avait le grand séminaire de Saint-Brieuc, qui était au sommet de la pyramide, avec en dessous de ce grand séminaire, trois petits séminaires qui étaient disséminés dans 3 zones culturelles différentes du diocèse, Dinan pour la partie galaise, la Haute-Bretagne, Tréguier pour la partie trégoroise et Plouguer-Nével pour la partie cornouaillais. Ça, c'était une répartition géographique qui avait été mise en place dans les années 1810-1820 par Jean-Marie de Lamennais, du temps où il était à la tête du diocèse, justement avec l'idée d'avoir des sortes de réservoirs de futurs prêtres dans chacune des zones culturelles du diocèse de Saint-Brieuc, parce qu'il observait que si finalement on n'avait qu'un petit séminaire, soit en Basse-Bretagne, soit en Haute-Bretagne, eh bien les Gallos n'allaient pas à Plouguer-Nével de la même façon que les gens du coin de Rostrenin ne seraient jamais allés à Dinan. Donc il avait imaginé cette structure-là de façon à récupérer, dans une perspective un petit peu pyramidale, comme cela, des jeunes vocations. L'idée du petit séminaire au XIXe siècle était d'aiguiller progressivement les jeunes élèves chez qui on pressentait une vocation, donc vers le grand séminaire. Je précise bien sûr, pour que ce soit tout à fait clair, qu'on pouvait suivre le cursus du petit séminaire sans entrer au grand séminaire, et d'ailleurs c'était une minorité qui entrait au grand séminaire au XIXe siècle, c'est de l'ordre de 30%, pour vous donner un ordre d'idée. Donc on est encouragé bien sûr, mais il n'y a absolument pas de destin prédestiné. Les petits séminaires de Plouguer-Nével, Tréguier et Dinan vont connaître le même sort que le grand séminaire de Saint-Brieuc, c'est-à-dire qu'ils sont confisqués à la séparation. À partir de là, il va falloir réorganiser toute la formation, et c'est dans ce cadre-là que l'on va imaginer non plus 3 petits séminaires, mais un petit séminaire central. C'est aussi Monseigneur Serran, le même évêque qui décide de la construction de grands séminaires, qui va imaginer reconstruire aussi un petit séminaire, et il va décider du coup de lui donner davantage de centralité, plutôt que d'avoir 3 petits séminaires aux 3 points du diocèse. Eh bien on va recentrer tout cela dans un endroit plus facile d'accès de tous les points du diocèse, et ça va être Quintin qui va être choisi. Le petit séminaire de Quintin, que je vous ai mis ici en photo, qui est contemporain de la construction de ce grand séminaire. Un style différent, un budget moindre, une architecture aussi un petit peu plus modeste, mais on va dire que c'est les mêmes valeurs qui président à la construction, et puis la même vision d'encadrement, la même vision architecturale. C'est aussi la même chronologie, c'est-à-dire que le petit séminaire de Quintin va ouvrir à la même époque, et il va fonctionner jusqu'aux années 1960-1970, au moment où il va y avoir donc une évolution dans l'histoire de cette institution, et on va le transformer en lycée mixte classique, et il va devenir donc le lycée Jean XXIII, qui existe aujourd'hui donc à Quintin. Alors, centrons-nous à présent sur la maison Saint-Yves, et donc le grand séminaire de Saint-Brieuc. Je voudrais donc revenir sur le projet architectural qui a été choisi, projet architectural audacieux, parce que quand on regarde ce qui existe comme grand séminaire à l'échelle française, on s'aperçoit qu'ici il y a une véritable originalité, et l'originalité dépasse la simple architecture religieuse. On a un bâtiment d'un style tout à fait remarquable, avec une belle unité, et à n'en pas douter, ça fera partie des sites patrimoniaux les plus intéressants de la ville de Saint-Brieuc dans les temps à venir. Alors, première sous-partie, on va revenir sur le projet de Bleufort pour qu'on comprenne comment on en est arrivé à construire le bâtiment donc, dans lequel nous nous situons. La loi de 1905, elle interdit tout financement public. Avec la séparation des églises et de l'État, on ne peut pas, bien sûr, compter sur l'argent de l'État pour financer la construction. Donc le diocèse est complètement maître d'œuvre. C'est lui qui lance le chantier, c'est lui qui fait l'appel d'offres, et c'est lui qui est chargé de boucler le budget pour faire cette construction. Alors, ça permet de comprendre pourquoi on va construire cet édifice sur le site présent dans le quartier de Cesson, tout simplement parce qu'il faut un terrain
et que le diocèse a l'opportunité de venir s'installer sur ce terrain qui lui appartient. Donc nous sommes en périphérie de la ville à ce moment-là, hein. Il y a le quartier de Cesson bien sûr qui existe déjà au début du XXe siècle, mais exactement ici, à l'endroit où nous sommes, il n'y a que des champs. Vous avez ici une photo aérienne des années 50, c'est-à-dire encore déjà plusieurs décennies après le lancement du projet, et on voit encore donc, les champs qui sont autour. Donc c'est en pleine campagne que va venir s'installer ce séminaire, parce que ce sont les terres du diocèse. Donc un concours d'architecture est lancé. 8 propositions vont parvenir à l'évêché, 8 propositions parmi lesquelles donc, on va choisir. Alors malheureusement, on n'a pas le contenu des propositions qui ont été rejetées. Ça aurait été intéressant de comparer les différents projets pour voir ce qui a été retenu par rapport aux autres choses qui ont été rejetées, mais on ne l'a pas. On n'a que le projet de Lefort qui a été donc retenu. Donc c'est celui de Georges Robert Lefort. Je vous ai mis ici sa photo donc, qui est la reproduction d'un monument donc, à son effigie. Georges Robert Lefort est un architecte qui est né à Paris, mais qui s'est fixé à Guingamp. Donc ce sont des architectes qui avaient un lien avec la Bretagne, qui ont participé, Lefort comme d'autres. C'est déjà un architecte qui a un certain renom. Il a déjà remporté plusieurs concours publics. C'est lui qui a fait la Caisse d'épargne à Saint-Brieuc, par exemple. C'est lui aussi qui a fait l'hôpital de Guingamp quelques années auparavant. Il va faire également d'autres monuments dans les environs, notamment Saint-Brieuc. C'est lui qui a fait le lycée Renan aussi, par exemple. Alors, le projet donc, de Lefort est retenu. Voilà le dessin donc, de ce projet qui est lancé, avec quelques petites différences par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Le clocher, ici, par exemple, n'est pas tout à fait celui que vous pouvez voir. Il y a eu quelques aménagements, quelques ajustements par rapport au plan initial. Alors, on a le récit de l'atmosphère qui règne dans le diocèse à travers la chronique du grand séminaire que l'on a dans les archives. C'est intéressant à regarder parce qu'on voit qu'il y a tout un tas de conflits qui existent entre la commission diocésaine qui est chargée de suivre les travaux et Georges Robert Lefort. Bon, ce sont des conflits assez classiques, à savoir que Lefort juge surtout par l'esthétique, il a un projet bien en tête et il veut le concrétiser, alors que les membres de la commission diocésaine sont très attachés à la dimension pratique. Ils considèrent que l'architecte ne maîtrise pas suffisamment les conditions de vie au séminaire et donc que son projet n'est pas assez ancré dans le réel. Lefort ne veut surtout pas que son projet soit dénaturé. Du coup, il fait un peu la politique du fait accompli en donnant l'ordre de commencer des travaux alors qu'il n'y a pas eu la validation de la commission. Bon, ce sont des conflits tout à fait classiques que l'on trouve dans tous les chantiers de ce type, y compris donc à l'époque. Alors, on s'engrogne un peu, on accuse l'architecte de ne pas suffisamment suivre les travaux. Bon, vous avez compris, il fait un peu le mort dans le but qu'on soit aussi respectueux que possible de son projet donc original. Alors, les travaux sont donc lancés dans les années 20. Et finalement, ils vont s'achever assez rapidement. La construction se fait en quelques mois et les séminaristes vont s'installer dans le nouveau grand séminaire à Pâques 1927. C'est Pâques 1927 qui marque l'installation des séminaristes autrichiens dans ces locaux. Donc de l'époque, ça ressemble à quelques nuances près, donc à ce que vous pouvez voir ici sur ce projet. Il faut préciser que le séminaire n'est quand même pas tout à fait achevé à l'époque. Il y a notamment la chapelle qui n'est pas terminée. La chapelle va être achevée à la fin donc, des années 1920. Donc bon, voilà, on s'accommode comme on peut, on fait des chapelles provisoires. Et ce n'est véritablement qu'en 1929 que le séminaire est complété avec l'édification de la chapelle. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce projet de Lefort? En quoi est-il singulier ou au contraire relativement banal par rapport à d'autres séminaires que l'on observe ailleurs? On peut dire que si on s'intéresse au plan de ce grand séminaire, c'est un plan classique. Rien de plus classique pour un séminaire de l'époque que d'adopter quelque chose qui s'inspire de l'architecture monastique. Vous voyez le cloître au centre, ici, qui est là. Le cloître rappelle l'abbaye, il évoque aussi une certaine forme de coupure par rapport à l'extérieur. Donc on est dans un schéma tout à fait banal pour l'époque. Ce cloître a une dimension néanmoins un petit peu différente par rapport à l'abbaye, c'est-à-dire qu'ici il va surtout servir de lieu fonctionnel qui permet d'accéder aux différentes ailes du bâtiment, aux différentes pièces, où on peut avoir une fonction un petit peu méditative, de lieu, on se ressource spirituellement, mais c'est moins marqué bien sûr que dans une abbaye.
Alors ce qui est tout à fait novateur en revanche c'est le style. Et là on a des choses tout à fait nouvelles par rapport à ce que l'on peut observer par ailleurs, et c'est ça ce qui fait la véritable spécificité du séminaire de Saint-Brieuc. Pour bien comprendre l'originalité du grand séminaire de Saint-Brieuc, il faut avoir en tête que l'on sort du XIXe siècle et que jusqu'au début du XXe siècle, on est dans une période, du point de vue architectural, qui est profondément marquée par l'influence de ce qu'on appelle les néos. Néo-gothiques, néo-romans, néo-byzantins, néo-classiques, enfin bon, il y a toutes sortes de néos qui se succèdent au cours du XIXe siècle. Alors ce n'est pas que les architectes du XIXe siècle n'ont pas d'imagination, mais la perspective du XIXe siècle, c'est de renouer avec une sorte d'âge d'or, bon, âge d'or mythique, hein, mais c'est la représentation qu'on a au XIXe siècle, donc de renouer avec une sorte d'âge d'or qui correspondrait donc au Moyen-Âge, et on va chercher donc du coup à s'inspirer des styles qui existaient au Moyen-Âge pour les remettre au goût du jour, d'où le fait que l'on fasse du néo-roman, du néo-gothique à foison. Alors ça, c'est quelque chose qui est dominant jusqu'au début du XXe siècle, qu'on le retrouve dans les églises d'ailleurs. Quand vous regardez les églises paroissiales qui sont édifiées un petit peu partout au XIXe siècle, la plupart du temps, c'est ce style donc de néo. Le fort, lui, va vouloir imaginer quelque chose de différent, quelque chose qui rompe avec le style dominant de l'époque. Il travaille d'ailleurs en lien avec des prêtres du diocèse qui lui disent ben oui, on peut faire autre chose que du néo, pas de problème, allons-y. Et donc il va suivre une voie nouvelle qui se caractérise notamment par l'usage de matériaux nouveaux. Alors les matériaux nouveaux qui vont être utilisés ici au Grand Séminaire, ben, ce sont les matériaux nouveaux de l'époque, notamment le béton et le fer forgé, pas uniquement cela, vous voyez, une utilisation de pierre assez abondante, mais le pari de Lefort, c'est justement d'avoir un mélange entre béton, fer forgé et puis la pierre. Du point de vue du style, il va essayer de promouvoir un style un peu nouveau que l'on pourrait qualifier de style celto-breton. Alors pourquoi style celto-breton? Parce qu'il va essayer de s'inspirer d'un certain nombre de choses qui existaient dans l'architecture des pays celtes, et notamment des monastères irlandais. J'ai mis cette photo ici pour illustrer cet aspect-là, parce que cette architecture avec des pans coupés comme cela, c'est quelque chose que l'on retrouve notamment donc, dans les monastères irlandais, et le fort va essayer donc de donner une coloration bretonne à tout ça. Donc, si vous voulez, l'idée de Lefort, c'est à la fois de coller à son temps, par les matériaux qu'il utilise, hein, il est tout à fait symptomatique de son époque, mais aussi de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose d'original. Et c'est ça qui fait la valeur du bâtiment aujourd'hui sur le plan patrimonial, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de tout à fait représentatif des années 20, mais en même temps quelque chose qui est tout à fait original, parce que des séminaires de ce style-là, il n'y en a pas beaucoup, et même des bâtiments aussi volumineux que celui-ci de ce style-là, ils sont relativement rares. Donc unité, projet personnel et quelque chose de tout à fait caractéristique. On a là tous les éléments pour avoir donc un élément qui doit gagner en visibilité théoriquement à l'intérieur du patrimoine brieuchin et même donc au-delà. Alors pour que vous voyez d'ailleurs que le projet de Lefort a un rayonnement dès l'époque, j'ai sélectionné ici quelques extraits d'une revue qui est une revue nationale qui s'appelle l'Architecture. Une revue qui, tous les mois, recensait un certain nombre de projets qui étaient lancés à l'échelle de la France et qu'on voulait honorer parce qu'on considérait qu'il y avait un travail tout à fait remarquable du point de vue de l'architecte. Et donc, Lefort a été primé par le jury de cette revue, donc il a eu droit à un reportage iconographique abondant. Il y a plusieurs pages de photographies qui ont été reproduites dans cette revue. J'en ai sélectionné ici deux, mais vous en avez bien d'autres. Donc ici, une vue du cloître et une vue donc, de l'extérieur, hein, qui est la face nord qui constituait l'entrée principale avant la rénovation donc, du bâtiment. Mais le joyau du Grand Séminaire, c'est avant tout la chapelle. Et c'est là qu'on va consacrer le plus d'efforts, à la fois donc, financiers et puis en termes de décoration. Donc vous allez pouvoir la visiter tout à l'heure si vous voulez voir de plus près tout cela. Donc je vais simplement me contenter ici d'une présentation globale et puis nous pourrons approfondir tout cela tout à l'heure. Cette chapelle, son intérêt a déjà été souligné avant la rénovation qui a été entreprise ces dernières années. Elle a été inscrite à l'inventaire des monuments historiques en 1995 parce qu'on avait déjà repéré son originalité, le soin qui a été apporté donc, à la concrétiser. Alors quelle originalité ?
eh bien, il s'agit d'un édifice religieux d'entre-deux-guerres, ce qui n'est pas très courant, et c'est un édifice d'un genre assez recherché aujourd'hui, que l'on appelle l'Art déco, qui a énormément gagné en cotation ces dernières années. Les pièces individuelles d'Art déco ont vu leur prix s'envoler ces dernières années sur le marché. Alors l'Art déco, c'est quoi? C'est un style nouveau que l'on va rencontrer dans l'entre-deux-guerres, qui va se caractériser surtout par l'usage de courbes, d'arabesques, et du point de vue des couleurs chaudes. Vous voyez, c'est ce qui apparaît sur cette vue globale que l'on peut voir quand on regarde l'ambiance de cette chapelle. La première chose qui apparaît, c'est les couleurs, des couleurs auxquelles on n'est pas habitué quand on regarde une chapelle. On est habitué à des couleurs dominantes autour du gris, qui sont les couleurs de la pierre. Et ici, on est sur des couleurs donc, qui sont liées à des ocres, à des rouges, des tons bruns. C'était justement volontaire de la part des architectes pour donner cette ambiance relativement chaleureuse. Et on utilise donc la courbe autant que l'on peut pour le plafond et pour un certain nombre d'objets du mobilier. Bon, vous voyez ici par exemple la cathèdre qui a été faite probablement par un sculpteur bien complet qui s'appelle donc Jacques Philippe. Alors le grand mérite de cette chapelle, c'est aussi qu'elle a été réalisée par tout un tas d'artistes de renom qui ont travaillé à la réalisation du programme décoratif. Et parmi eux, il y a un mosaïste dont l'importance a été soulignée aussi ces derniers temps par des expositions qui lui ont été consacrées, à savoir Odorico. Odorico a travaillé sur cette chapelle, alors pas comme artiste majeur, c'est Lefort qui pense la globalité de cette chapelle, mais il va intervenir ponctuellement pour faire des décors de mosaïques, tels que vous pouvez le voir ici donc, sur ce chapiteau, qui concourent aussi à la valeur donc, de cette chapelle, parce que les œuvres d'Odorico ont pris aussi énormément donc, de valeur ces dernières années. Donc, vous avez 2 ou 3 endroits comme cela dans lesquels il est intervenu à Saint-Brieuc, dont la chapelle donc, du Grand Séminaire. Je parlais tout à l'heure de projet celto-breton, c'est-à-dire de volonté aussi d'affirmer la dimension régionale, qui était l'une des volontés donc, de cet architecte. On le retrouve en particulier ici dans cette cathèdre. Cette cathèdre qui porte la marque des Seisbreurs. Les Seisbreurs, c'était un groupe d'artistes qui voulaient justement rénover l'architecture et les arts décoratifs en essayant de le féconder à travers donc, des inspirations d'origine bretonne. Donc on va aller puiser dans des motifs celtiques pour décorer un certain nombre d'objets qui vont rentrer dans cette chapelle. Et vous pourrez voir à l'intérieur de la chapelle tout à l'heure, si vous faites la visite, que l'usage des motifs celtiques est assez courant, que ce soit donc, au sol ou dans les objets que l'on a donc, dans la chapelle. C'est aussi cette dimension bretonne qui fait la valeur du processus de décoration. Bon, je termine juste la présentation de la chapelle en évoquant la crypte qui se situe sous la chapelle. Alors là, j'ai mis ici une photo de la crypte avant sa rénovation. C'est surtout pour souligner l'intérêt de cette fresque que vous avez, qui est ici une fresque donc, de Xavier de Langlais. Alors une fresque postérieure à tout ce qui a été réalisé auparavant, dont je viens de vous mentionner. Cette fresque a été réalisée donc, en 1949. Mais Xavier de Langlais fait partie aussi donc, des grands peintres bretons. Donc il a illustré ici une scène, le portement de croix avec un lien qui est fait ici avec l'Ancien Testament. Une vision assez personnelle mais qui est tout à fait intéressante et qui fait partie aussi donc, des richesses de ce lieu. Je dis qu'il y a une autre œuvre de Xavier de Langlais qui a été ici ramenée dans le cloître, qui ne faisait pas partie du projet du Grand Séminaire au départ, mais qui a été ramenée donc, de l'ancien évêché de Saint-Brieuc au moment des travaux donc, réalisés. Donc voilà pour l'esprit qui a contribué donc, à la réalisation donc, de ce grand séminaire briochin. Alors on va à présent venir sur la vie au grand séminaire de Saint-Brieuc en présentant un peu de façon chronologique ce qui s'est passé au grand séminaire entre la réalisation des travaux dont on vient de parler et puis la période donc, actuelle. Donc je vous ai dit, le séminaire ouvre en 1927, il va accueillir donc les premiers séminaristes à cette période-là, et bien sûr, on est dans l'entre-deux-guerres avec une vie très réglée, une vie quasi monacale en quelque sorte, qui n'a pour ainsi dire pas changé depuis le milieu du 19e siècle. Depuis le séminaire des années 1840, on peut dire que la vie des séminaristes est restée très similaire.
Je parle de la vie des séminaristes au milieu du 19e siècle et pas au début du 19e siècle, parce qu'au début du 19e siècle, on est dans une période qui se caractérise par l'urgence. Il y a besoin de prêtres dans les paroisses, l'Église est complètement désorganisée au sortir de la Révolution. Il s'agit de former à la va-vite, et les études des jeunes prêtres de l'époque se limitent, alors ça dépend des diocèses, mais ça dure entre 15, 18, 24 mois pour vous donner un ordre d'idée. Et on ne se fatigue pas pour la formation, on considère qu'il y a par exemple 20 mois, on regarde le nombre de pages qu'il y a dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament compris, on divise par 20 et on regarde le nombre de pages qu'il faut parcourir par mois. On explique aux jeunes prêtres comment distribuer les sacrements, et une fois que tout ça est maîtrisé, hop, on ordonne et ils sont envoyés sur le terrain. Donc ça, c'est la formation début du 19e siècle. Bon, très vite, à partir du moment où il y a beaucoup plus de sujets, forcément, la formation gagne en qualité. Donc on peut mettre en place une troisième année de formation sans pénaliser la vie des paroisses, puis une quatrième année de formation, puis une cinquième, et donc on va arriver assez rapidement au cours du 19e siècle à une formation professionnelle et intellectuelle qui est beaucoup plus approfondie qu'elle ne pouvait l'être à la fin du 18e ou surtout au début du 19e siècle. Alors ça veut dire quoi une formation professionnelle et intellectuelle? Eh bien ça veut dire qu'on touche à différentes disciplines qui sont des disciplines qui ont pour but d'apprendre le métier de prêtre en tant que tel, mais qui ont aussi pour but de donner une formation générale et une culture donc, aux futurs prêtres. Donc concrètement, ça signifie des cours de philosophie qui vont être prolongés par la suite par des cours de théologie quand on avance dans le cursus du séminaire. Des cours d'écriture sainte, bien sûr, hein, il s'agit de maîtriser aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau. Des cours de morale, donc ça, j'ai envie de dire, c'est la panoplie du futur prêtre, avec le droit canon également, mais on pourrait ajouter aussi des cours qui peuvent avoir une apparence un peu plus profane, c'est-à-dire selon les époques, eh bien, ça va être des cours d'histoire, d'archéologie même, de musique, pour ceux que ça intéresse. Bref, il s'agit véritablement de faire du futur prêtre potentiellement un savant, tout du moins un prêtre qui a une science que l'on va juger conforme à son état. C'est une préoccupation que l'on rencontre dans tous les diocèses à partir de la fin du 19e siècle. On est particulièrement soucieux d'avoir un clergé bien formé. Bon, ça s'explique par le fait que lorsqu'on avance dans le 19e siècle, il y a des oppositions de plus en plus virulentes avec les anticléricaux. L'objectif, c'est notamment aussi d'avoir des futurs prêtres qui aient du répondant face à ces anticléricaux, qui puissent aussi tenir la dragée haute lors de débats qui portent sur le fond, et surtout ne pas être mis en difficulté sur le fond de leur connaissance par des gens qui seraient extérieurs au clergé, ce qui serait bien sûr catastrophique. Donc on va muscler la formation de ce point de vue. Et puis, d'une façon plus générale, il s'agit aussi de faire du prêtre un savant, c'est-à-dire que le prêtre, c'est quelqu'un qui est le dépositaire d'une certaine forme de savoir, d'une certaine forme de science, et on veut que ce soit quelqu'un qui ait un rayonnement dans la paroisse ou dans le domaine dans lequel il exerce, un rayonnement qui ne soit pas simplement un rayonnement pastoral par ses vertus, c'est aussi ça bien sûr, mais ça passe aussi par un rayonnement intellectuel, c'est quelqu'un qui doit séduire par son savoir en particulier. Donc dans cette perspective-là, on accorde beaucoup d'importance donc, à cette formation. Alors les prêtres qui exercent au séminaire à partir de la fin du 19e siècle, et c'est le cas bien sûr ici dans ce grand séminaire à partir des années 20, ce sont des gens qui ont tous reçu une formation supérieure délivrée dans différents endroits, ça peut être Angers, ça peut être Paris, ça peut être Rome, donc ça dépend des évêques, certains vont privilégier tel ou tel lieu en fonction de la coloration qu'ils veulent donner donc, à leurs professeurs, donc des gens qui sont licenciés ou docteurs dans les disciplines dont ils sont spécialistes pour la plupart. Donc voilà, une vie bien réglée qui fonctionne dans l'entre-deux-guerres, et j'ai mis ici une photographie tirée des archives diocésaines qui illustre cette vie bien réglée. Vous voyez les prêtres les futurs prêtres, pardon, sont les séminaristes qui sont ici dans le cloître vers 1935, ont des ouvrages à la main, difficile de savoir de quel ouvrage il s'agit, mais on devine qu'il s'agit donc d'ouvrages, et sans doute édifiants, de littérature de piété, qui rentrent dans leur formation. Je précise bien sûr qu'on est dans une époque où les ouvrages profanes qui viendraient de l'extérieur ne rentrent pas au séminaire. Alors on arrive au temps de la guerre, et cette vie réglée que je viens de vous décrire va bien sûr voler en éclats avec la Seconde Guerre mondiale.
Elles volent déjà en éclats parce que les séminaristes vont être mobilisés. Les séminaristes font partie des classes d'âge qui sont mobilisées quand la guerre éclate en 1939-1940, et il va y avoir donc 120 séminaristes qui étaient présents ici au Grand Séminaire de Saint-Brieuc, qui vont être appelés à partir donc à la guerre. Alors, cette désorganisation se complète avec l'installation des Allemands dès le mois de juillet 1939. Les Allemands vont venir donc s'installer ici donc au Grand Séminaire et vont s'installer donc dans le premier étage de l'aile est, c'est-à-dire c'est celle dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire juste au-dessus ici. Ils occupent donc tout ce premier étage. Ils vont être rejoints par la suite par d'autres soldats qui viennent gonfler donc les rangs. On va avoir comme cela 120 soldats qui vont s'installer un peu plus tard dans l'aile ouest, puis l'aile sud, de nouveau ensuite dans l'aile est. Bref, on entre dans une période d'instabilité particulièrement marquée où ça change sans arrêt. C'est-à-dire quand on lit la chronique du Grand Séminaire de l'époque, on ne comprend plus rien, on voit qu'ils déménagent sans arrêt, qu'il y a des départs, il y a des arrivées. À certains moments, ils se disent « Ah bah ça y est, ils sont enfin partis, on va être un peu plus tranquille », mais la semaine suivante, on a une autre unité qui arrive. Donc bref, le séminaire est aux mains des Allemands qui les utilisent à peu près à leur guise. Bon, c'est un schéma tout à fait classique, là encore une fois. Les Allemands vont s'installer dans les grands bâtiments où ils ont leur aise. Je parlais tout à l'heure du petit séminaire de Quintin. À Quintin, il se passe exactement la même chose. Ils vont prendre donc possession des lieux jusqu'à la fin de la guerre. Alors, on essaye de fonctionner tant bien que mal, néanmoins. Bon, vous connaissez l'histoire de la Grande Guerre où il va rapidement y avoir l'armistice entre la France et l'Allemagne. Donc, finalement, les séminaristes rentrent et puis on essaye de poursuivre la formation cléricale. On la poursuit avec les Allemands présents sur place, donc c'est bien sûr une ambiance tout à fait particulière. On discute beaucoup avec les Allemands pour essayer de trouver un terrain d'entente, pour essayer de faire en sorte que les Allemands n'occupent pas tout l'édifice, qu'il puisse y avoir quelques cours. On essaye de rapatrier les objets liturgiques de la chapelle pour pouvoir dire la messe ailleurs. Bon bref, on s'adapte, les pièces changent d'affectation sans cesse. La chapelle n'est plus utilisable, par exemple, on va continuer à dire la messe dans la crypte en dessous, qui est toujours accessible, et puis il y a différents lieux qui sont transformés en lieux de culte de fortune, comme cela au fil du temps. Un problème supplémentaire va s'ajouter à partir de 43-44, c'est le STO, puisque désormais les jeunes hommes peuvent être réquisitionnés dans le cadre du STO. Néanmoins, aucun séminariste briochin ne partira en Allemagne. Alors, on n'a pas trop les détails des raisons, mais on devine que c'est le fruit de négociations qui ont été menées entre les Allemands et donc les autorités diocésaines. Bon, Monseigneur Serran a été beaucoup critiqué au lendemain de la guerre par sa proximité avec le maréchal Pétain et les discours pro-vichistes qu'il a pu tenir pendant la guerre. Il mettait en avant justement les avantages qu'il avait obtenus, dont l'exonération de STO qu'il avait réussi à obtenir pour les séminaristes de Saint-Brieuc. Donc aucun séminariste briochin n'est parti au STO pendant la guerre, mais ça a été une menace qui a existé tout au long donc, de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale est une période donc ponctuée d'alerte. À un moment, on craint même que les Russes arrivent. Alors c'est complètement farfelu quand on pense à l'histoire de la guerre, mais ça vous montre bien qu'on manque d'informations. Et puis on se dit que n'importe quoi peut arriver d'un moment à l'autre. Bon, finalement, il n'en sera rien, bien sûr. Le séminaire va fonctionner dans cet état d'incertitude jusqu'à la libération. Et ce n'est qu'à la libération où on va avoir donc une récupération totale de l'édifice. Un édifice qui n'est pas trop abîmé. Il y a des petites restaurations à faire, mais il était en bon état quand les Allemands sont arrivés. Il n'y a pas eu de dégradation significative au cours de cette période. Donc on arrive ensuite aux années d'après-guerre que l'on pourrait qualifier de temps glorieux. Les années 1945 à 1960 sont sans doute les années les plus glorieuses de ce grand séminaire. Déjà parce que nous avons des générations particulièrement nombreuses. Alors j'ai mis ici un petit graphique qui représente ces ordinations. Ce sont des données quinquennales, c'est-à-dire ce sont les ordinations qui sont ajoutées pour une période de 5 ans. Donc vous voyez ici sur la période 1926-1930, on a eu à peu près 100 ordinations au cours de ces 5 années, c'est-à-dire une vingtaine à peu près en moyenne par année. On a donc
un nombre qui monte un petit peu par la suite au début des années 30. On revient à la situation de départ donc dans les années 1836-1840. Mais vous voyez que le pic est atteint au sortir de la guerre. Hein. C'est là, donc à la fin de ces années 40, que l'on va avoir des générations particulièrement nombreuses, donc qui vont être ordonnées. Bon, ce n'est pas spécifique au diocèse de Saint-Brieuc, c'est quelque chose que l'on rencontre partout, des vocations qui ont été un petit peu contrariées par la guerre et qui vont se concrétiser au lendemain de la guerre, l'espoir d'un monde nouveau qui provoque aussi un afflux vers les grands séminaires. Donc ce sont des choses que l'on retrouve ailleurs en même temps. On pourrait dire aussi que c'est un temps glorieux parce qu'on est dans une période que l'on pourrait qualifier d'adhésion à un modèle de chrétienté assez général en Bretagne, c'est-à-dire que alors que l'on observe déjà dans certains diocèses en France un certain nombre d'interrogations, je pense notamment au diocèse de la banlieue parisienne, où on commence à s'interroger sur un détachement de certaines catégories de la population, notamment les populations ouvrières, où on commence à se dire qu'il va falloir réfléchir à de nouvelles formes d'apostolat. Bon, dans les diocèses bretons, on n'en est absolument pas là. Il y a une adhésion, on va dire, massive dans la quasi-totalité des paroisses à un modèle de chrétienté qui est répandu et très peu contesté. On est, on va dire, dans un contexte culturel où la figure du prêtre est particulièrement valorisée donc, dans les familles. C'est un honneur pour les familles d'avoir un prêtre jusqu'aux années 40-50, hein, globalement en Bretagne. Et donc, on est dans ce schéma culturel-là qui contribue aussi à nourrir le flux de vocations vers le grand séminaire. Alors, quelques petits détails là, sur la vie du séminariste de ces années, à quoi ressemble la journée d'un séminariste lorsqu'il arrive donc, au grand séminaire dans les années, fin des années 40, années 50. Alors un rythme qui peut apparaître très monacal, mais finalement que l'on retrouve aussi dans les institutions scolaires de l'époque. Hein. C'est un schéma qui est tout à fait classique pour la période. Levé à 6 heures, on commence la journée par une prière en commun, suivie de la messe donc, à 7 heures. Donc ça c'est, on va dire, le temps d'ouverture de la journée, temps relativement spirituel. Vient ensuite le temps intellectuel avec les cours donc de 9 h à 11 h. Et puis une coupure assez importante là, au milieu de la journée qui permet d'avoir un temps de récréation, un temps de travail personnel aussi. Chacun se retire donc dans sa chambre pour travailler. Je précise que ce sont des chambres individuelles. On est dans une ambiance culturelle où on accorde beaucoup d'importance au travail personnel que l'on peut faire sur soi, et aussi, surtout, où on a beaucoup de crainte de ce qu'on appelle les amitiés particulières, alors qui veut dire plein de choses que vous devinez, mais qui peuvent être aussi des rapports spécifiques entre individus qui refusent de se noyer dans le groupe et qui vont noyer des liens plus particuliers. Donc pour prévenir tout cela, chacun a sa chambre et on prend soin à ce que chacun vive bien dans sa chambre et surtout ne passe pas donc, dans la chambre du voisin. Le repas est pris en silence, suivi donc d'une prière à la chapelle, un temps de détente qui vient après, à peu près 3/4 d'heure de détente. Alors là, différentes possibilités se présentent. Ça peut être un temps pour faire du sport, plutôt des sports collectifs, c'est-à-dire il s'agit toujours de privilégier l'esprit de groupe et le travail ensemble, donc les sports de l'époque, hein, volley, foot, ça peut être éventuellement basket ailleurs. Musique aussi, pour ceux qui ne sont pas sportifs et qui préfèrent privilégier une activité un petit peu plus culturelle, eh bien on va les initier à la musique, toujours avec l'idée de mêler à la fois loisir, détente, mais aussi utilité, c'est-à-dire qu'on investit aussi la formation musicale avec l'idée de former des futurs musiciens qui vont pouvoir après répandre donc, leurs compétences à l'intérieur de leur paroisse. Donc la musique, c'est surtout bien sûr le passage par l'harmonium au cours de ces années 50-60. Donc des loisirs conformes à l'état clérical. Et en quelque sorte, on essaye de faire passer comme loisir aux futurs prêtres des passions qui sont destinées à demeurer ces passions après au cours donc, de sa vie de prêtre, c'est-à-dire donc des loisirs qui soient jugés conformes à l'état clérical. Bon, courte récréation, un peu moins d'1 heure,
ce qui n'est pas négligeable néanmoins. Et puis après, donc, on repart l'après-midi pour un temps d'études, études et cours qui vont marquer l'après-midi de 15h à 17h, puis de nouveau un temps de travail personnel, et le repas du soir qui est pris vers 19h. Donc voilà, une journée très rythmée, au cours duquel chaque période de la journée est bien balisée, il y a très peu de temps pour le temps libre en tant que tel, bien sûr. Le soir est davantage consacré à des échanges, éventuellement avec le supérieur à sa demande. Ça peut être aussi des conférences, ça peut être des séances de cinéma, pourquoi pas, si ça se présente. Séances de cinéma qui vont être suivies de discussions, qui vont être suivies de débats. Donc là, bon, on devine déjà des petits changements qui sont en train d'être introduits. Donc ça va plus être le climat, on va dire, de la fin des années 50. Bon, la journée s'achève avec une prière commune à la crypte et une journée là, qui va s'achever vers 21h, chacun se retirant à ce moment-là donc dans sa chambre. Alors, là je vous présente une vie relativement cloisonnée par rapport à l'extérieur, et effectivement, elle l'est, le grand séminaire est coupé de l'extérieur, mais néanmoins, on voit dès ces années-là quelques échanges avec l'extérieur. Alors, quels échanges peut-on observer? Eh bien, des gens qui peuvent venir de l'extérieur. De façon durable, on a des séminaristes américains qui vont venir étudier ici au séminaire de Saint-Brieuc. Ça va durer pendant plusieurs années, dans le cadre d'un programme négocié donc, entre les différents évêchés américains et bretons. Aux États-Unis, donc il y a aussi des minorités francophones, et donc vous avez ces séminaristes qui vont venir ici sur place, à la fois pour recevoir une formation théologique et une formation linguistique. Donc pendant plusieurs années, l'établissement accueille une poignée de séminaristes américains. Plus ponctuellement, on peut signaler aussi que dans les années 1950, une partie du séminaire va héberger les pensionnaires du Sacré-Cœur, à la suite de l'incendie qui avait détruit le pensionnat du Sacré-Cœur. Et c'est le début de liens particuliers entre le séminaire et le Sacré-Cœur, qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui, puisque vous avez toujours donc, des liens et une occupation des lieux par ces pensionnaires du Sacré-Cœur. Si on réfléchit dans l'autre sens, c'est-à-dire les séminaristes cette fois-ci qui sortiraient vers l'extérieur, on doit dire que les sorties sont relativement rares, mais elles peuvent exister. Alors ça peut être des sorties pour des choses qui rentrent dans le cadre de la formation, c'est-à-dire pour assister à des cérémonies, par exemple, des cérémonies d'ordination, pour assurer un service le dimanche dans une paroisse du centre-ville, par exemple. Et puis une sortie qui a une dimension un petit peu plus de loisir, c'est la promenade du jeudi, au cours de laquelle donc, les séminaristes vont faire un petit tour donc, en ville, éventuellement descendre jusqu'au Légué. Alors, dimension de loisir, mais néanmoins dimension assez identitaire, je dirais. Il s'agit aussi pour le séminaire de montrer qu'il y a des séminaristes et puis qui sont présents donc, dans la ville, et on voit ainsi dans la ville ces séminaristes qui vont se promener régulièrement donc, le jeudi. On peut signaler aussi des choses un peu plus inattendues. Par exemple, certains séminaristes vont participer à la construction des immeubles environnants quand ils vont être construits là, dans les années 50, dans le cadre de ces jeudis un petit peu plus libres. Donc voilà, il y a des choses un petit peu nouvelles aussi qui se mettent en place au cours de ces années 50. Et puis l'année scolaire, j'ai envie de dire, elle est marquée aussi par les grandes vacances. Et dans les institutions secondaires comme au grand séminaire, eh bien, les séminaristes sont renvoyés chez eux pour les grandes vacances l'été. Alors là, tout dépend du fonctionnement familial. Certains vont retrouver leur famille, leurs amis, certains vont travailler dans la ferme familiale, beaucoup, parce qu'on est avec un clergé essentiellement rural, essentiellement d'origine rurale jusque dans les années 50-60. D'autres commencent déjà à travailler à des formes un petit peu nouvelles d'apostolat, c'est-à-dire vont encadrer du camp de vacances. Parmi ceux qui peuvent avoir des diplômes d'encadrement, ils vont déjà faire un encadrement donc, des jeunes de la paroisse ou des jeunes de différents mouvements. Donc différentes formules, mais on insiste sur la nécessité, bien sûr dans la formation, de prolonger au cours de ces vacances l'esprit qui a été à l'œuvre au cours de l'année, aussi bien sur le plan de la piété que sur le plan du comportement vis-à-vis des autres, bien sûr.
Alors le grand changement, il va intervenir à partir de la fin des années 50. C'est là que le vent du changement va se mettre à souffler donc, au grand séminaire. Déjà, entre au grand séminaire, le bruit qu'il y a un certain nombre de transformations qui sont à l'œuvre, qu'il y a des interrogations qui traversent l'Église de France, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ces interrogations, elles sont de plus en plus vives dans un certain nombre de diocèses, notamment les diocèses du centre de la France, là, pour faire simple, on va dire un vaste croissant qui irait de Tours jusqu'à la Champagne, vous voyez, toute cette zone relativement peu peuplée en France, c'est là qu'on va observer un déclin de la pratique assez important, et ça, ce sont déjà des diocèses où on observe une chute des vocations très marquée dans les années 50, et où le clergé de ces diocèses se met à s'interroger, à se poser des questions. On n'en est pas là encore dans les diocèses bretons, mais on est bien sûr au courant qu'il y a un certain nombre de difficultés dans certains diocèses et puis dans les banlieues ouvrières. Et puis quand on parle aussi de la fin des années 50, on arrive aussi au temps de la guerre d'Algérie. Et les séminaristes de l'époque vont aussi être concernés donc, par la guerre d'Algérie qui va être un tournant important pour un certain nombre de séminaristes, un moment clé dans leur maturation intellectuelle et aussi leur maturation d'homme. Il faut bien comprendre le bouleversement que ça occasionne. Il faut imaginer que ce séminariste qui était soumis à une discipline très stricte, avec très peu d'autonomie ici au grand séminaire, simplement en quelques mois, il se retrouve en responsabilité à l'intérieur d'une guerre, encadrant parfois des unités de plusieurs hommes, voire plusieurs dizaines d'hommes. Donc c'est un saut très important, bien sûr, parce qu'on passe d'une vie très pacifique, je pourrais presque dire aseptisée du point de vue des contraintes matérielles ici au Grand Séminaire, à quelque chose qui est radicalement différent, où leur vie est en jeu dans le cadre de cette guerre d'Algérie, avec la responsabilité donc, de la vie d'hommes sur les épaules, alors qu'ils étaient plutôt habitués à obéir aux ordres du supérieur. Donc on est bien sûr ici avec quelque chose qui est particulièrement marquant et qui contribue aussi à accélérer les changements à l'intérieur du grand séminaire. Il va de soi que quand ces personnes qui ont participé à la guerre d'Algérie reviennent, elles n'ont pas forcément envie non plus d'être logées à la même enseigne qu'avant leur départ. Donc tout ça fait souffler un vent nouveau, engendre des discussions donc à l'intérieur du grand séminaire. Mais alors la véritable rupture, bien sûr, elle va arriver un peu plus tard, avec le Concile Vatican II, donc au début des années 1860, donc 62-65, qui va faire souffler 1962-65, pardon, qui va faire souffler un vent nouveau. Enfin bon, c'est toute la réforme liturgique que vous connaissez. Réforme liturgique, bien sûr, mais pas que ça, bien sûr. C'est-à-dire c'est tout un modèle de relations sociales qui va évoluer avec des relations qui vont être beaucoup moins hiérarchisées, beaucoup moins verticales, et donc une vie au grand séminaire qui est beaucoup plus ouverte sur l'extérieur par la suite, avec des liens beaucoup moins verticaux à l'intérieur donc, de ce grand séminaire. Alors ces années 60 eh bien, vont marquer le déclin aussi des vocations. Vous le voyez ici très clairement sur ce petit graphique. On voit qu'à partir des années 50, ça commence donc à chuter et il va y avoir donc une accélération qui se produit au cours des années 60. J'en profite juste pour faire une petite mise au point. Beaucoup de gens aujourd'hui assimilent en les liant crise des vocations avec mai 68 ou crise des vocations avec le Concile Vatican II, il n'en est rien. Ce sont des événements contemporains, bien entendu, qui se produisent dans les années 60, mais les signes de la crise sont perceptibles avant tout ça, et si on convoque le Concile Vatican II, c'est aussi parce qu'on commence déjà à s'interroger sur la nécessité de rénover un certain nombre de choses du point de vue liturgique, du point de vue pastoral, pour essayer de contrer donc, les effets de cette crise. Alors après, on peut discuter, est-ce que ça accélère, est-ce que ça diminue, etc. On peut en débattre, ce sont des discussions qu'ont les historiens aujourd'hui, tout le monde n'est pas d'accord sur ces questions-là, mais en tout état de cause, ce n'est ni Vatican II ni mai 68 qui est à l'origine de la crise des vocations. Alors cette crise des vocations est spectaculaire. Vous voyez qu'en l'espace de quelques années, on va passer de cohortes qui sont de 20-30 prêtres parfois par an
à des cohortes qui sont quasiment insignifiantes, puisque quand on arrive ici, donc dans les années 70, on n'a plus qu'une poignée de prêtres donc, qui est ordonnée. Donc on est dans une situation à la fin des années 60 où il n'y a plus suffisamment de séminaristes pour occuper des lieux, et on s'interroge donc sur le devenir de ce bâtiment, mais qui est une interrogation que l'on a partout ailleurs, et une interrogation qui arrive brutalement, c'est-à-dire qu'on voit dans le début des années 60 que dans bon nombre de ces institutions religieuses, on a encore des projets de grandeur. Dans les petits séminaires, comme parfois dans certains grands, on se demande s'il ne va pas falloir faire des agrandissements, si jamais il y a des afflux de vocation, etc. Et là, retournement complet, en l'espace de 4-5 ans, on a une chute spectaculaire. On considère souvent que 67 est une année de prise de conscience générale partout. Effectivement, Sadley, Quintin s'interroge beaucoup sur son avenir à partir de ces années-là, va beaucoup consulter. Vous allez avoir des réformes importantes. Et le grand séminaire, bien sûr, est contraint aussi de s'adapter. Alors, on va arriver donc à la fermeture du grand séminaire en tant que grand séminaire ici à la fin des années 60. Vous avez une transition qui se fait sur 1969-70, où on va réfléchir donc à la mutualisation de la formation avec les autres lieux de formation. Donc dans un premier temps, ça va être Vannes, qui va se rapprocher donc avec Saint-Brieuc, Quimper aussi, et puis on passera donc dans une étape suivante donc à une formation qui va se faire à l'échelle bretonne dans un premier temps, qui va être centralisée donc à Rennes. Donc depuis les années 70, vous avez la formation ensuite qui va se faire à Rennes. Alors que devient après le grand séminaire? Le grand séminaire cesse d'être grand séminaire en tant que tel. Il reste néanmoins la propriété du diocèse. Bien sûr, il va héberger des prêtres jusqu'à la rénovation ici. Il va être également utilisé pour tout un tas de rencontres, pour des formations aussi qui vont avoir lieu sur place. La bibliothèque, par exemple, continue de fonctionner, à la place où elle se situe encore aujourd'hui. Une aile va héberger aussi l'internat du Sacré-Cœur. Et ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous passer quelques photos. Je vais vous les montrer comme ceci, les photos anciennes du grand séminaire. J'emprunte ces photos à Jean Rapon, merci, qui montre les photos de la bibliothèque avant la rénovation, du réfectoire dans les années 50. Voilà, ici, là, exactement, tout à fait, il est là. Le foyer, on joue aussi au baby-foot, forcément uniquement études et puis réflexion personnelle, la cuisine. Et alors, voilà, je voulais vous montrer ces photos parce qu'elles sont aussi révélatrices de la survie d'un certain esprit, c'est-à-dire que régulièrement, il y a eu des rassemblements de prêtres qui ont été faits au cours donc des années 80-90, 81, 93, 99, bon, qui ont assuré une forme de transition, on va dire, entre le grand séminaire comme lieu de formation et puis ce qu'il est en train de devenir aujourd'hui. Et on voit qu'il y a toujours eu ce souci de faire vivre ce lieu qui devient un lieu de souvenir, un lieu de mémoire aussi, mais néanmoins toujours un lieu utilisé donc, par l'Église. Les derniers rassemblements là, avaient été organisés donc, par Monseigneur Fouchot. Donc voilà, on arrive ensuite donc à la décision de la rénovation, enfin des interrogations qui sont menées au début des années 2010, les premières je crois, et puis donc le projet qui est lancé donc, en 2013, vous allez nous expliquer ça davantage après tout à l'heure si vous le souhaitez. Juste un petit mot de conclusion avant de laisser la place à quelques questions si vous le souhaitez. Donc pour résumer les choses, l'existence de ce lieu comme grand séminaire est relativement brève à l'échelle de l'histoire, c'est-à-dire c'est 43 ans de fonctionnement de grand séminaire, 1927-1970. 700 prêtres à peu près qui ont été formés, en arrondissant, pour vous donner donc, un ordre d'idée, donc un établissement qui a vu passer beaucoup de gens. Aujourd'hui, bien sûr, il n'est plus utilisé comme lieu de formation depuis longtemps, les jeunes prêtres sont formés, donc futurs jeunes prêtres sont formés aujourd'hui donc, à Rennes. Je vous ai mis ici un petit graphique des vocations briochines où on est passé des années noires, là, qui étaient les années 70-80, où il y avait un recrutement qui était complètement tari, à des recrutements, on va dire, de quelques unités dans les années 1980-1990. Il y avait même un article dans le Télégramme la semaine dernière pour dire qu'il n'y avait jamais eu autant de futurs jeunes prêtres briochins en formation que cette année. Donc, une petite remontée, 9, voilà, exactement.
Donc formation assurée à Rennes aujourd'hui en lien avec les diocèses normands. Et puis donc pour faire la transition avec ce qui va venir, enfin la visite pour ceux que ça intéressera, louer l'effort qui a été réalisé par le diocèse dans la rénovation du bâtiment, parce que c'est une rénovation déjà intéressante du point de vue patrimonial en tant que telle, mais une rénovation qui a été particulièrement bien menée. Et pour souligner donc la valeur du travail qui a été accompli, il faut pointer du doigt l'originalité par rapport à d'autres diocèses. Si on regarde le sort des grands séminaires dans d'autres diocèses, on a toutes sortes de cas de figure. Bon, à Rennes, il fonctionne un peu comme la capitale régionale. À Vannes, il est toujours utilisé par les services diocésains. À Quimper, il a été reconverti en logement, par exemple, comme c'est le cas dans bon nombre de diocèses. À Laval, il a été détruit, par exemple, pour laisser la place à d'autres, des immeubles. Donc, on a tous les cas de figure qui sont présentés, mais en tout état de cause, si on fait un tour d'horizon, c'est ici qu'on a la valorisation du patrimoine, sûrement la mieux pensée et le projet le plus abouti à l'intérieur donc, des diocèses français.